On définit usuellement la littérature comme un usage esthétique du langage. Être écrivain, c'est faire usage du langage dans le but de créer une émotion chez le lecteur, de le conduire à comprendre le monde et se comprendre différemment. Pratiquer la littérature, c'est donc écrire, au sens fort du terme, tenter de saisir, voire de changer le monde par l'écriture, par la fondation d'un texte. Mais on a également, depuis plusieurs siècles maintenant, l'habitude de définir la littérature par son appartenance au livre. La littérature s'exprime à travers un objet familier, quotidien, qu'il s'agisse du livre de poche qui nous accompagne dans le bus ou le métro, ou du format plus précieux que l'on collectionne. Que se passe-t-il alors si l'on cherche à détacher la littérature du livre ? Est-il possible de trouver des traces de la pratique littéraire en dehors de cet objet ? Quels en seraient les critères de reconnaissance ? Et où peut-on trouver cette littérature un peu spéciale ? Franz Kafka disait dans son journal que, je cite, « Toute littérature est assaut contre la frontière ». Fin de citation. C'est précisément l'objectif de cette visite virtuelle à la recherche des écritures urbaines. Essayer de déplacer la frontière de la littérature pour aller voir comment elle s'exprime en dehors de cadres usuels et des idées reçues. Parmi les formes possibles de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature hors du livre, j'ai décidé de vous conduire sur les traces de celle qui se cache le mieux parce qu'elle est éphémère ou pratiquement invisible. Celle qui s'écrit dans la ville, sous vos pas, sur les murs qui vous entourent, en couleurs et sous toutes les formes, parfois illisibles, parfois choquantes, parfois drôles ou tendres, toujours plus ou moins interdites. La ville de Rennes, comme d'autres un peu partout en France, accueille un certain nombre d'œuvres d'art. La municipalité intègre dans sa politique d'accès à la culture le soutien à la création et permet à des artistes de tous horizons de produire sur commande et moyennant financement des créations qui seront ensuite exposées en ville pour que les habitantes et habitants puissent en profiter au quotidien. Il s'agit là d'une forme de mécénat public permettant le maintien et la constitution d'un patrimoine commun à toutes et tous. C'est ce qu'on appelle le 1% artistique. Parmi ces œuvres, nombre d'entre elles ne sont pas littéraires et n'impliquent pas l'écriture. Les Rennais et les Rennaises connaissent bien les baigneuses pas très académiques de Gérard Collin-Thiébaut, qui se situe place de Bretagne au milieu de fontaines, figure féminine classique mais peinte de couleurs vives. Mais il en est d'autres qui font, elles, la part belle au texte. La plus emblématique, mais peut-être aussi celle que l'on remarque le moins, se situe dans le quartier de l'Esplanade Charles de Gaulle, entre la gare et République. C'est un quartier très minéral, marqué par l'architecture bétonnée des années 1970, avec sa fameuse dalle du Colombier et son centre commercial vintage Trois Soleils. Autrement dit, ce n'est pas un quartier de Rennes qui invite à la promenade et à la flânerie. C'est cependant un quartier très ouvert à la culture, avec la présence du Liberté, salle de concert et de spectacle, le cinéma Gaumont, un peu plus loin le Théâtre national de Bretagne, mais également les Champs libres, institution phare de la place rennaise, à la fois bibliothèque, centre culturel, musée, lieu de conférence, etc. Les Clous de l'Esplanade, une promenade des mots, est une œuvre qui se déploie donc autour de l'Esplanade Charles de Gaulle et qui a été inaugurée en 2010 pour sa réhabilitation. Elle a été réalisée par plusieurs membres du groupe de l'Oulipo, Marcel Benabou, Michel Grangot, Hervé Letellier, Jacques Jouet, Olivier Salon et Jacques Roubaud, accompagnés d'un architecte, Nicolas Michelin. L'Oulipo, c'est un groupe né dans les années 1960 et rassemblant des écrivains et des mathématiciens très intéressés par la création littéraire à contrainte. Et quelle meilleure contrainte que celle de produire un texte morcelé et cloué dans les interstices des pavés du quartier Colombier. L'œuvre se traduit donc par la présence de clous, comme pour un passage clouté, fichés dans le sol. Il y en a 170, sur lesquels sont gravées des inscriptions textuelles que l'on peut lire dans un sens ou dans l'autre selon le principe du palindrome. En suivant les clous comme le petit poucet, vous reconstruisez une amorce de récit. Plusieurs parcours sont possibles autour de l'esplanade Charles de Gaulle.
Il n'y a en effet pas moins de 8 entrées pour reconstruire 8 phrases, le tout étant complexifié par les bifurcations possibles. Le lecteur, la lectrice, reconstruit l'œuvre par son parcours et, par cette pratique, réintroduit une forme de poétique dans son rapport à la ville. Un peu plus loin dans le quartier, en remontant le boulevard de la Liberté, levez les yeux au ciel et vous verrez Unité de là, de Peter Dunsborough. Cette œuvre a été installée en 1990 sur la façade d'un immeuble du boulevard de la Liberté par un artiste qui vit et travaille entre Bruxelles et New York et qui, à partir d'une formation d'architecte, cherche dans ses créations à interroger le rapport entre l'espace et le langage et en particulier à travailler la notion de frontière, de coupure. Poursuivez votre chemin, remontez la place de Bretagne, sans oublier de saluer les baigneuses pas très académiques, puis la rue de la Monnaie jusqu'au bas de la place des Lys. Vous y trouverez Chemin de vie, sculpture textuelle de Philippe Leray en forme de D posée sur le square de la Salle Verte. Cette création a été installée en 2016 et s'inscrit dans la pratique de l'artiste qui vise à retranscrire une expérience de vie dans ses œuvres. Ici, l'œuvre se présente comme un dé sur lequel sont inscrites les paroles de celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu dans la rue. Pour terminer, empruntez la rue Saint-Louis pour rejoindre la place Sainte-Anne, puis dirigez-vous vers la rue de Saint-Malo. Là, ne soyez pas timide et faufilez-vous dans la ruelle au Chapelier. Vous y trouverez une création qui, en apparence, n'a rien de littéraire ni de textuel. L'œuvre d'Étienne Bossu, située à la cité d'Alette et datant de 1991, se présente sous la forme d'une façade jaune et d'une autre en regard, sur laquelle sont apposées des portes, absurdes puisqu'elles donnent sur le vide. Pourquoi alors cette création figure-t-elle ici ? Par le titre de l'œuvre « Mille et une nuits », qui reprend et adapte sous forme d'installation le principe de cette œuvre très ancienne, anonyme et issue de la tradition des contes arabes, persans et indiens. La production d'Étienne Bossu est une invitation à la rêverie à partir de cette source littéraire, une invitation à concevoir la ville comme recelant 1001 contes qui s'échangent de porte en porte. Si certaines œuvres réinterprètent des œuvres littéraires de façon indirecte, on trouve aussi, toujours dans une ruelle de la rue de Saint-Malo, une fresque qui, toujours sans l'usage des mots, renvoie de façon beaucoup plus explicite à une œuvre très célèbre de la littérature française et à son imaginaire. Il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry. Cet exemple le montre, la ville de Rennes est également réputée pour ses fresques, tags et graffitis, qui ne sont pas tous sauvages. La ville regorge ainsi de textes de toutes sortes, noms de rues, panneaux explicatifs, indicateurs de circulation ou de travaux, le plus souvent de nature non littéraire, comme c'est le cas rue du Papier Timbré, perpendiculaire au boulevard de la Tour d'Auvergne. Ces textes qui appellent la lecture font ralentir le passant, la passante, et racontent une histoire, l'histoire de la ville et de ses multiples noms. Ces écritures, on ne les voit pas le plus souvent. Elles sont comme transparentes,
Mais en y prêtant attention, il est possible de déconstruire leur intention pour jouer sur les mots et la façon dont ils résonnent avec ce qui les entoure. Il est possible de les remettre en mouvement, dans un geste interprétatif qui peut alors réintroduire de la littérarité. Être attentif aux écritures en ville et décider de les voir avec un regard poétique conduit à développer une sensibilité aux incongruités. La ville est un vaste terrain de jeu avec les mots, les histoires, les imaginaires, pour peu que vous vous autorisiez les effets de surprise, pour peu que vous décidiez de prêter attention à ces collisions signifiantes. La ville de Rennes ménage des espaces spécifiquement pour ce genre de réappropriation esthétique de l'environnement urbain. C'est le cas par exemple du mur qui borde la voie de chemin de fer le long du boulevard du Colombier. C'est un espace qui est régulièrement réinvesti par les graffeurs dans une sorte de palimpseste urbain. Dans le cadre de la biennale Teenage Kicks, qui a eu lieu en septembre 2019, ce mur a été réinvesti et a donné lieu à des créations visuelles, dont une qui reprend les codes de la bande dessinée. Il existe ailleurs dans le centre-ville des lieux qui accueillent officiellement le travail d'artistes, qui se situent davantage du côté des arts visuels que de la littérature. Par exemple, depuis septembre 2019, la rue Vasselot accueille le Mur de Rennes, c'est-à-dire le modulable urbain réactif. Il s'agit d'un espace installé par la ville de Rennes et dédié, je cite, à la création éphémère des arts urbains, comme le précise le site de Rennes Métropole. Chaque premier dimanche du mois, ce mur est investi par un artiste qui se le réapproprie pour y créer une œuvre. Il fait office de galerie vivante et à l'air libre, accessible même lorsque les musées sont fermés, comme c'est le cas actuellement en raison du contexte sanitaire. L'artiste accueilli en mars, Moore, est présenté comme le précurseur du graffiti rennais. L'artiste s'est confié au journal Ouest France, je le cite. L'idée était de faire une machine, mais d'un style un peu décalé. Les munitions, ce sont des bombes de peinture. C'est pour dire que le graphe est une arme de création massive. Il y a aussi un petit message pour ce qui se passe actuellement, poursuit-il. J'ai écrit « We were at war », nous étions en guerre, dans un coin de la fresque, hors des nuages, dans une éclaircie. C'est un message d'espoir. On le voit, l'œuvre ainsi créée offre un espace d'interprétation et porte un message explicité par du texte. Cette idée de la ville comme galerie à ciel ouvert est réinvestie par différents artistes qui y trouvent un espace pour s'exprimer plus ou moins librement, le plus souvent en signant leurs œuvres. La ville se fait donc lieu d'exposition sauvage, permettant même l'émergence d'artistes ensuite reconnus et dont les créations sont alors préservées, voire font l'objet de commandes. C'est le cas par exemple du graffeur rennais War, qui peint des animaux géants sur les murs de la ville avec cette signature reconnaissable. Il se décrit lui-même ainsi sur son site personnel, je cite « Je peins donc je suis. Le repérage des surfaces à peindre, la préparation de l'action, la réalisation rapide et souvent nocturne, l'anonymat inhérent à une pratique illégale sont quelques aspects de ce jeu passionnant. » La plupart du temps, ces expressions sauvages sont vite effacées de nos rues principales, mais davantage tolérées, semble-t-il, dans les ruelles ou arrière-cours cachées au regard. Promenez-vous dans la rue de Saint-Malo. Vous serez frappé par la richesse visuelle des espaces secondaires, où les signatures, fresques et expressions diverses se superposent dans un véritable brouhaha textuel et visuel. C'est en explorant ces contre-allées que l'on peut découvrir la grande richesse de ces écritures en liberté, très éphémères, souvent saugrenues ou dérangeantes. Ouvrez l'œil et poursuivez le récit que ces images amorcent. D'ailleurs, certains artistes, certains flâneurs, se font une spécialité du recueil de ces paroles gelées, pour reprendre l'expression rabelaisienne, comme Arnaud Maizetti sur Twitter. Ces écritures ne sont pas littéraires par essence. Le plus souvent, il s'agit de tags humoristiques ou politiques qui font usage de la parole comme d'un slogan, afin de trouver la formule qui fera mouche.
Trouvez la phrase qui retiendra l'attention du passant, de la passante, qu'il s'agisse simplement comme par un clin d'œil de le sortir de sa torpeur, ou qu'il s'agisse de le conduire à réfléchir à la situation du monde et de la société dans laquelle il vit. Ces écritures, par effraction et toujours éphémères, sont parfois très directement ancrées dans l'actualité la plus brûlante. Crise du Covid, situation politique, Journée internationale des droits des femmes. On le voit, ces textes sont écrits sur les murs, sur le sol, collés sur des bornes électriques. Il s'agit d'une forme d'expression précaire qui court toujours le risque de la disparition ou de devenir illisible. C'est donc une forme d'expression vouée à une sorte de renouvellement perpétuel, signe sans doute que la ville est vivante et respire. Témoignage d'un moment collectif, ces pratiques textuelles résonnent en chacun de nous, parce que, le plus souvent, elles font écho à une expérience collective. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une réappropriation cathartique de nos espaces de vie. De la sorte, les murs de la ville deviennent un moyen de détournement, donnant lieu à une véritable expression artistique. La ville, son mobilier, ses panneaux, qui parfois comportent eux-mêmes des écritures, voire ses œuvres, sont alors le terreau fertile d'une création au second degré. Ainsi, il s'agit parfois simplement de lire différemment des messages que nous n'interprétons habituellement pas comme des signes d'art. C'est le cas de ces affiches peintures fraîches qui construisent une sorte de jeu de piste dans la ville, nous incitant à la prudence, peut-être que le mur vient tout juste d'être repeint, et nous conduisant très explicitement à modifier notre rapport à l'environnement urbain. Dans cette démarche, tout est bon pour écrire, même les arbres. La littérature trouve sa place dans ces détournements, utilisée comme argument publicitaire ou comme échappée poétique. Le principe de ces détournements et de ces réappropriations est de susciter un effet de surprise, ouvrant une petite brèche dans notre rapport au monde. Marie-Joseph Bertini, dans un article consacré à la geste du street art, dit ceci, je cite, « C'est par effraction que le street art, sous la forme de collages, pochoirs, graffitis, sculptures, mosaïques, installations, etc., entre dans notre espace de perception, et par là même qu'il exerce une sorte de sujétion, voire de violence sur le spectateur, surpris, gêné, décontenancé. » Ces textualités sauvages, littéraires, poétiques, politiques, retiennent notre attention précisément parce qu'elles entrecroisent plusieurs objectifs. Se réapproprier la ville en y apposant une signature, un signe, un texte qui prendrait appui sur les contraintes de ce support peu usuel pour susciter le sourire et la réflexion. Parfois adressés à d'autres personnes que nous, ces messages n'en persistent pas moins dans notre mémoire, créant un rapport fatigue à la ville. N'est-ce pas elle qui s'adresse à nous indirectement ? Et si l'on apprend à lever les yeux, on s'apercevra que la littérature est partout, vivante autour de nous, poétique ou sous forme de pieds de nez.